Le titre de ce que je vais présenter durant une quarantaine de minutes, peut-être un tout petit peu plus, on verra, hein, c'était entre 40 et 50 minutes. Et l'idée, ça a été de faire un peu un bilan de la situation des jeunes depuis 2 ans, puisque depuis 2 ans, c'était au mois de mars 2022 qu'on a mis fin aux mesures Covid. Et une des catégories les plus impactées par ce qu'on a vécu et qui a été pour moi complètement sous-estimée en fait, dans les décisions qui ont été prises par le politique, c'est les jeunes, alors particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, j'expliquerai pourquoi, mais plus largement en fait l'ensemble de la population. Aujourd'hui, je parlais avec un collègue psychiatre pédopsie récemment qui me disait l'impact sur la capacité d'empathie des masques qui ont été imposés pendant des mois et des mois dans les crèches, aujourd'hui est très difficilement mesurable. Ça va prendre des années et des années avant de pouvoir vraiment analyser l'impact des choses. Et donc, chaque jour, on découvre au fond, petit à petit, la diversité de cet impact sur les jeunes. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur qui je suis, hein, mais globalement, je travaille depuis très longtemps. J'ai commencé d'abord par travailler sur tout ce qui est catastrophe et désastre, pandémie. C'est mes domaines d'expertise premiers, rapport aux non-humains, dont les virus. Et puis j'ai travaillé depuis maintenant 15 ans sur la question, la problématique des jeunes, et particulièrement sur le lien au digital, le rapport au digital, mais pas seulement. Et dans ce cadre-là, je suis membre du Conseil supérieur de la santé où je suis un référent sur les questions jeunes et technologies et toutes les questions de dépendance, notamment d'usage problématique, de gaming également. On va y revenir à plusieurs reprises durant cet exposé. Alors je voudrais revenir un peu à ce qui s'est passé avant, il y a 2 ans, puisque vous vous souvenez, hein, en mars 2020, on va confiner pour la première fois suite à cette pandémie de Covid-19. Et très vite, on va penser uniquement à protéger les corps biologiques. Or, pour un anthropologue, première hérésie, puisque ma première carte blanche pour dire attention, 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 elle date du 6 avril 2020. J'étais dans tous les tout premiers avec quelques collègues à dire attention, on est en train certes de sauver des corps, et plutôt des corps d'ailleurs âgés, puisqu'on voit vraiment une corrélation extrêmement forte entre le Covid et le taux de létalité de ce virus. Mais surtout, on ne prend pas du tout en compte la dimension sociale et psychologique de ce qui est en train de se jouer. Alors, on a réagi avec une centaine de collègues du nord et du sud du pays. Hein. Ça a donné un manifeste que vous avez vu à droite et qui a d'ailleurs été très vite relayé par le journal Le Soir et qui a amené à une petite évolution dans la gestion de cette pandémie puisqu'on a créé un groupe d'experts plutôt sciences humaines en se disant oui, il y a des choses quand même à mettre en place. Alors ça a été très limité puisque l'objectif de la plupart de ces experts, ça a été quand même globalement de pondérer, on va dire, les mesures, mais pas de les guider ou pas de les piloter. Aujourd'hui, 2 ans après la fin de ces mesures, et je suis anthropologue, mais je suis aussi historien, moi j'aime bien prendre de la distance par rapport aux choses. Hein, on peut être dans l'événement, mais je pense que c'est aussi important de prendre du recul par rapport à ces événements. En plus, j'adore la montagne, et donc j'aime cette métaphore qui est que le rôle de l'anthropologue, c'est justement de pouvoir travailler sur les structures profondes de nos sociétés, de nos humanités, et c'est un peu là-dessus que je voudrais revenir. Alors je vais d'abord commencer par une introduction générale autour de cette question des jeunes. Je crois que c'est important parce qu'il y a plusieurs générations dans la salle. Je l'ai vu en rentrant, je ne suis pas le seul à avoir des cheveux gris et certains en ont plus que moi. Enfin moi j'ai plus beaucoup de cheveux d'ailleurs. Et un collègue sociologue de l'université Saint-Louis à Bruxelles me disait au fond il y a 3 générations de jeunes qui se sont succédées. Celle qui est encore dans la salle ici, c'est ceux qui en 68 étaient jeunes, en partie, hein, pas tous mais toutes. Et leur objectif au fond c'était changer le monde. Hein. Et donc il était interdit d'interdire, etc. Et donc cette génération était mue par ce slogan. Dans les années 80, on voit déjà une évolution, hein, une vingtaine d'années plus tard, à partir de 80 et un peu plus, hein, ça a été plus un monde qui se complexifie, hein, l'arrivée des Reagan et Thatcher, un monde qui se libéralise, et donc pour les jeunes de l'époque, c'était plutôt, les sociologues disent, trouver sa place. Comment trouver sa place dans ce monde qui change, un monde aussi plein de craintes, hein, souvenez-vous, les 2 blocs qui se faisaient face, encore et toujours, et puis l'effondrement d'un de ces blocs.
Et en 2010, Abraham Franzen a une très belle expression, il dit au fond le jeune aujourd'hui c'est comment se mettre à l'abri d'un monde qui se décompose. Et ça c'est le monde que les générations précédentes laissent à ces jeunes. Et c'est fondamental d'avoir ça en tête pour bien comprendre qu'est-ce qui va se passer les 4 dernières années. Parce qu'on a des jeunes qui, dans les chiffres, notamment en termes de taux de suicide, en termes de mal-être, anxiété, angoisse, étaient déjà assez élevés. En Belgique, en plus, on n'est pas extrêmement bon là-dessus, puisqu'à part les pays scandinaves et 1 ou 2 pays d'extrême Asie, on est vraiment dans les champions du monde du mal-être de nos jeunes. Je pense que c'est important à signaler. Et arrive la Covid, et arrivent des mesures qu'on va penser pour la société dans sa globalité, et pas du tout pour certaines sous-catégories, si ce n'est éventuellement les plus fragiles au niveau des corps. Alors moi j'ai travaillé sur les jeunes avant la Covid, abondamment, j'ai travaillé sur leur rapport au digital et j'ai travaillé sur leurs imaginaires, parce que le digital en fait c'est un véhicule formidable de l'imaginaire, c'est un véhicule formidable aussi de l'échange et de l'interaction, hein. Ils passent leur temps à ne faire presque que ça, on pourrait dire. Quand on joue, en fait, on échange. Quand on est sur les réseaux sociaux, on échange. Quand on stream, on échange. En permanence, on échange. Mais aussi, on se partage de l'imaginaire, on se construit de l'imaginaire. Et j'ai un peu regardé avec mes collègues spécialisés dans le cinéma. Et ce qui est affolant, ou en tout cas inquiétant, ou en tout cas qui m'a interpellé moi, c'est qu'avant la pandémie, les 10 dernières années, tous les films qui marchaient chez les adolescents, tous les films qui, chez les 12, 18, 19, 20, j'ai tendance un peu à élargir cette catégorie aujourd'hui, c'est toutes des dystopies. Des dystopies. Alors parfois il y a un héros qui finit par s'en sortir, parfois pas, et ça finit pas toujours très très bien. Alors vous avez quelques exemples ici qui apparaissent, hein. Vous connaissez le Hunger Games qui est d'une violence quand même assez sublime, le Divergente qui là aussi est de même, et on en a toute une série d'autres. Alors c'est intéressant, qu'est-ce qu'une génération qui va se paître dans des films qui sont des dystopies? Le dessous de ces imaginaires, c'est quoi? Ça a été publié dans le petit livre Jeux vidéo, Nouvel opium du peuple, qui aurait pu être d'ailleurs Digital, Nouvel opium du peuple, point d'interrogation. Et je vous rassure, je conclus par par oui. C'est une société qui ne fait plus rêver nos jeunes, clairement. Alors qu'en mai 68, il y avait un rêve, par exemple, très fort et très politique. C'est une société qui est jugée par les jeunes dans toutes les enquêtes injuste, complexe, hors de contrôle. On n'a plus prise, en fait. Quand on n'a plus du tout pris sur les choses dans une société occidentale où on n'a pas du tout, comme les bouddhistes en Asie, appris à ne pas avoir de contrôle sur les choses, c'est extrêmement angoissant. En plus, ceux qui nous précèdent sont des décideurs passifs, carriéristes et localistes, hein, les intérêts globaux, en tout cas, il y a le sentiment chez ces jeunes, alors je traduis bien ce qui ressort des enquêtes sur leurs imaginaires, c'est qu'au fond, ils ne pensent que localement et pas du tout pour des enjeux beaucoup plus larges. Donc il y a un fort désengagement et qui est paradoxal parce qu'en même temps on a eu des soubresauts. Souvenez-vous, avant la Covid, on avait quand même eu 2-3 années de marche sur le climat mues par toute une série de jeunes femmes d'ailleurs au départ, très très mobilisées, et puis on a vu que ça a été un frein majeur ce qui s'est passé. Bref, on va voir des jeunes qui vont aller dans des imaginaires de substitution ou de compensation, et notamment compensation virtuelle, et j'avoue que je les comprends. Et d'ailleurs, dans les dystopies, dans les films qui sont sortis en 2019, l'année avant, il y en avait même un qui s'appelait « Pandémique », on y est arrivé. Alors, je vais essayer de vous parler, de vous faire un peu un bilan de cette sociologie et de cette santé mentale de ces jeunes. Alors, quand je dis jeunes, je parle vraiment entre 10 et 12 ans, et je vais jusque le milieu de la vingtaine, parce qu'aujourd'hui, les catégories en fait, qu'on a construites historiquement, elles sont beaucoup plus poreuses qu'elles ne l'étaient avant. Les trajectoires sont très très variables, et donc je pense qu'il faut être prudent en fait, dans le fait d'enfermer dans des tranches d'âge. Je vais me baser notamment sur des données de Sciences Anno qui sont assez abondantes, et puis j'irai sur d'autres enquêtes quand même aussi, mais on a maintenant, depuis la Covid, au moins on connaît tous cette référence-là, des outils assez précieux et intéressants. Alors je vais commencer par un petit panorama général, hein, un regard anthropologique sur la post-pandémie. Hein. Aujourd'hui, là, on a vécu 2 ans post-mesure, post ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand on regarde ce qui s'est joué durant ce moment, que moi j'appelle un trauma pour les jeunes, vraiment un trauma qui a été fortement incorporé,
On a été plongé pendant 2 ans, 2020, mars 2020, mars 2022, dans une temporalité de l'instant. Vous ne savez pas très bien à quelle sauce on serait mangé à chaque moment. On a été poussé, renforcé par des règles variables qui insécurisaient en permanence, et particulièrement ceux qui sont dans un rapport de contestation à la règle. On a renforcé cette règle et donc on a diminué la capacité de la contester. Or, la tranche d'âge qui m'intéresse, c'est l'âge de la contestation des règles. On a eu la conviction qu'on a prise sur les choses, en tout cas c'est ce qu'on leur avait raconté dans la narration occidentale, puisque la culture occidentale est une culture de la maîtrise en fait du monde, avec un certain technoprométhéisme. Alors on l'a fait aussi durant la pandémie, mais de manière très violente. Ça a été le testing, le tracing, les vaccins, et puis petit à petit on en a vu les limites. Et de nouveau, moi je dis souvent, moi je suis anthropologue, je ne saurais pas faire mon métier sans vaccin, donc je suis vacciné. Maintenant il y a vaccin, et puis surtout il y a tous les enjeux sous-jacents de ce qui s'est passé. On a eu une gouvernance par les nombres, souvenez-vous, à la télévision, tous les jours il y avait le nombre de contaminés, le taux de reproduction, en fait en permanence des chiffres qui, de l'avis en fait de beaucoup d'experts de santé publique ne veulent rien dire, mais qui étaient utilisés abondamment et qui renforçaient un certain type de peur et de psychose. On a eu une logique top-down, une gestion de crise en fait pendant 2 ans avec une certaine infantilisation. En plus, on a importé le modèle chinois, des chercheurs l'ont montré, puisque c'est la gestion à la chinoise que l'Italie a appliquée assez vite parce qu'elle était perdue quand la pandémie est arrivée, et puis en fait, on s'y est plus ou moins tous pliés. 5e élément, une propagande de masse, tout à fait clairement. Aujourd'hui, un royaume comme le Danemark l'a reconnu en fait. Il y a eu vraiment un débat de société et le gouvernement a reconnu en fait que durant 2 ans, ils ont été obligés de faire ce qu'on appelle du nudging, ça veut dire de façonner les imaginaires des citoyens pour qu'ils se plient aux règles durant une aussi longue période. On a oublié nos traditions de santé. Beaucoup de médecins me l'ont dit, les médecins de famille, le médecin de proximité, c'est notre tradition. Il n'y a pas de médecin de famille en Chine. On fonctionne autrement, mais dans notre système, celui qui connaît le patient, celui qui connaît le jeune aussi, c'est le médecin de famille en qui il peut avoir quand même confiance. Et en fait, ils ont été totalement bypassés pour des lignes, de nouveau, très très globalisées, où l'hôpital joue un rôle clé, les centres de vaccination notamment. En Afrique, pour prendre un autre exemple, on a fonctionné complètement différemment puisqu'on a travaillé vraiment avec les soins hyper locaux. Alors ça a été donc une crise de 2 ans, une logique de l'urgence avec une gestion de risque. Souvenez-vous les baromètres qu'on nous a produits en permanence sur cette question-là. Et donc on peut dire aussi qu'en termes de démocratie, il y a eu une certaine parenthèse démocratique. Moi je vais jusqu'à dire OPA par provocation. Avec des politiques et puis des experts sous forme d'un certain alibi. Alors il y a eu des tas de dichotomies, souvenez-vous, la dichotomie d'abord vieux-jeunes et les jeunes qui faisaient les lockdown parties, et on arrive aux jeunes, et qui ne respectaient pas les mesures, et puis ça a été les civiques et les aciviques, les vax et les anti-vax, etc. En fait, toutes des catégories où aujourd'hui, les sociologues et les anthropologues qui retravaillent sur la réalité de ce qui étaient ces personnes se rendent compte en fait que ce sont des catégories propagandistes, mais de la réalité beaucoup plus complexe. Moi, je viens de finir un papier, par exemple, sur la catégorie d'anti-vax. Ça n'a rien à voir avec les anti-vax antérieurs à la Covid. Par exemple, la catégorie des pharmaciens est surreprésentée dans cette catégorie non vaccinés, c'est intéressant quand même. Ce n'est pas le cas habituellement. Alors derrière la complexité, je pense que c'est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une frange très marginale d'anti-science et d'anti-technologie et qu'il faut avoir une approche beaucoup plus prudentielle dans le futur. C'est la même chose d'ailleurs chez les vaccinés, la même question se pose, il y a une immense complexité derrière. Qu'on a construit en fait un consensus social de l'urgence par dualité. Et les réseaux sociaux d'ailleurs ont contribué à renforcer cet affrontement de dualité de camps que j'ai évoqué. Et je crois que c'est capital aujourd'hui de recontextualiser et de complexifier ce qui s'est passé. C'est vraiment ce que je souhaite faire. Alors pourtant, tout ça, ça a eu un impact majeur sur notre société aujourd'hui qui ne va pas bien, majeur sur nos jeunes qui vont encore moins bien. Si je fais une espèce de sociodémographie de crise et de post-crise, qu'est-ce qui ressort? Les femmes sont plus nombreuses à éprouver des troubles anxieux et dépressifs durant les 2 années de Covid. Toutes les enquêtes, dont celle tout à fait reconnue de Sciences Anno le montrent.
Deuxième constat, il vient tout de suite. Alors c'est bien les femmes parce qu'on est quand même dans un collectif ici qui parle de femmes et qui parle avec des femmes. Les jeunes adultes, 18-29 ans, sont les plus affectés. Et juste après, d'ailleurs, les jeunes adultes, c'est les jeunes juste avant, donc les 12-18. Donc on peut dire que la catégorie 12-30 ans a été vraiment la plus impactée en termes d'anxiété et en termes en fait, de tous les critères de santé mentale. Les tendances suicidaires sont en hausse par rapport à 2018. C'est intéressant de comparer à la dernière enquête qui avait été faite avant, qui était 2018. Mais aussi, on va le voir, il y a vraiment un lien entre les mesures et la santé mentale, chaque fois. Chaque fois qu'on rentrait dans une période de confinement, la santé mentale a plongé et chaque fois, elle ne se redresserait pas aussi bien en fait, qu'elle n'était avant la période de confinement. Puis on a eu des chiffres qui ont même fait peur, qui ont donné le tournis à un moment entre 2020 et 2021, alors que 7,3% de nos citoyens ont rapporté avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Ben, ils ont été 0,6% à l'avoir fait durant la période d'un an entre avril 2020 et mars 2021. C'est colossal. Ça paraît rien, mais imaginez, c'est les citoyens qui disent avoir fait ça. Ce n'est pas juste les jeunes, ici on est beaucoup plus largement. Et évidemment, c'était particulièrement vrai chez les jeunes, on va y venir. Alors je rappelle que ça a généré des troubles anxieux, dépressifs, et notamment une hausse de la consommation d'alcool et puis d'autres types en fait, de palliatifs, pourrait-on dire, à ce qui s'est passé. Alors les symptômes de stress ont été extrêmement forts, stress aigu qui sont transformés chez certains aujourd'hui en stress chronique, sentiment de fatigue, 59% des participants. Être sous pression, 51%, c'est colossal si c'est appliqué à une population dans sa globalité. Ne pas pouvoir se détendre suffisamment, 47%. Privation de sommeil, 38%. En fait, tout ça, ça pourrait être considéré presque comme de la torture, au sens où on a vécu un trauma collectif de masse. Le trouble de la concentration, 28%. Et vous savez que les troubles de la concentration sont des choses qui ont tendance à durer, à s'ancrer. Et puis la présence de problèmes physiques liés à ce stress chronique et extrêmement alarmant, douleur musculaire 36%, maux de tête 29%, problèmes d'estomac 17%. Alors ça c'était durant la période, des enquêtes qui ont été faites durant la période et on a eu évidemment des choses plus fines au niveau de la santé mentale. Anxiété, dépression, puis je vais vous montrer des images qui seront plus parlantes. 27% de la population étudiée souffrait de troubles anxieux généralisés. Un quart d'un échantillon représentatif de nos contemporains en Belgique souffrait de troubles anxieux généralisés. C'est juste du jamais vu. Alors vous avez les détails, je vous les mettrai dans le PowerPoint, je ne vais pas les passer en revue ici pour respecter mon temps. Et 18%, un cinquième, souffrait de troubles dépressifs. Donc ça, anxieux, c'est un peu moins fort, dépression, là on est carrément dans quelque chose de pas simple à gérer et qui va s'ancrer. Alors, Sciences Anno a publié petit à petit de plus en plus de données de santé mentale durant la période Covid et après cette période. Et chaque fois, un élément qui est tout à fait clair, c'est que dans chaque vague qui amenait à un confinement, les troubles dépressifs ou anxieux augmentaient. Vous avez l'exemple ici où chaque fois, en fait, il y a une corrélation entre les périodes. Vous vous souvenez, c'était souvent mars-avril et octobre-novembre. Chaque fois, à cette période-là, paf, on a une explosion en fait, de ces troubles anxieux ou dépressifs. Résultat, on a eu en fait toute une série de conséquences assez majeures. Exemple ici dans ce graphique de 2021, quand il y a un confinement, systématiquement, on a une augmentation. Alors regardez, on est à 10% des adultes de 18 ans et plus qui ont un trouble d'anxiété. Quand on confine, paf, on passe à 25%. Donc on a vraiment double en fait le nombre de gens qui ne vont pas bien. Et pour les dépressions, on est sur des sauts quand même assez colossaux ici aussi. On a sur les 18-29 ans ici à droite. Alors c'est important parce que ça, on s'adresse aux jeunes adultes. Vous avez vu, les taux sont beaucoup plus élevés. En termes de dépression, on arrive à des taux pratiquement de 40% à certains moments. C'est juste du jamais vu, ça c'est la période de mars 2021. Pourquoi? Parce qu'il y a de la cumulativité. En rouge, la petite boule, c'est en avril 2020, premier confinement. Un an plus tard, troisième vague,
ben vous avez vu, le taux est beaucoup plus élevé. Ça veut dire qu'on va cumuler petit à petit. On n'a pas le temps en fait de se reposer. On n'a pas le temps de se poser. Et ça marque particulièrement les jeunes. Alors ici, c'est des données jeunes adultes parce que pour faire des enquêtes sur les enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'était pour des raisons légales, il faut l'autorisation des parents, etc. Et c'est encore beaucoup plus compliqué en période Covid de faire ce type d'enquête. Et donc, on n'a pas de données en fait. Donc, imaginez probablement que pour les 12-18, on est encore au-dessus en fait de ces chiffres-là. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a vraiment un lien entre les mesures qui ont été prises et qui, en fait, ont été très homogènes. On n'a pas du tout, ou très peu au départ tout au moins, fait de mesures adaptées pour les jeunes. Résultat, vous avez une montée en fait de ces dépressions et troubles anxieux que vous voyez ici. En clair, c'est les troubles anxieux, en foncé, c'est les dépressions. Chaque fois que c'est en haut, c'est une vague. Et donc, c'est des mesures de confinement, c'est des mesures de limitation des libertés, c'est de l'anxiété véhiculée par les médias. Chaque fois, en fait, on a cette évolution-là. Et puis, on arrive à la fin des mesures qui est ici. Et regardez, malgré la fin des mesures, puisque c'était en mars 2022, en fait, le taux est resté relativement élevé. Alors, il y a des différences entre femmes et hommes. On en parlait avec Jérôme avant de commencer. On se rend compte qu'au niveau du ressenti chez les femmes, en fait, c'est chaque fois beaucoup plus fort que chez les hommes. Je ne veux pas du tout renforcer un stéréotype de genre ici. C'est un fait, en fait. On se rend compte réellement qu'il y a eu comme s'il y avait une perception beaucoup plus forte, ou en tout cas renforcée, qui fait que ça surréagit au niveau de l'anxiété. Pas nécessairement plus au niveau de la dépression. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au niveau de la dépression, avec des taux importants, hommes et femmes sont plus ou moins égaux, en tout cas dans les données qu'on a à notre disposition. Alors, je suis remonté dans l'autre sens. Alors, j'arrive aux conséquences de ça. Si vous êtes anxieux, si vous êtes dépressif, évidemment, malheureusement, une des conséquences, et je ne vais pas spoiler la fin de Les Dragons, possible, c'est les taux de suicide. Regardez, c'est les générations. Dans la salle ici, on a probablement majoritairement les deux derniers éléments ici. Alors, en clair, c'est mars 21, après un an de confinement. Juin 21, février 23, c'est la couleur la plus foncée. C'est il y a un an. On n'a plus d'enquête encore analysée depuis. Donc, c'est les derniers chiffres à disposition. Et vous vous rendez vraiment compte que le taux de suicide, il a vraiment été extrêmement important durant la Covid. Et donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu en fait un phénomène. Et c'était particulièrement fort chez les jeunes durant cette période, puisqu'ici on est sur les 18-29 ans et on sait que c'était probablement un peu plus élevé malheureusement chez les jeunes de la tranche d'âge antérieure. On le voit d'ailleurs quand on analyse les bases de données en fait, sur les causes de mortalité. On a des causes de mortalité en été qui ont été liées plutôt à des pics de chaleur. Mais on a eu aussi tout au long en fait, de la période Covid des pics de mortalité qui n'étaient pas liés à la maladie mais qui ont été liés à des suicides qui se sont baladés tout au long en fait, de cette période. Ça veut dire qu'en dehors des morts de la Covid, on a eu en fait une augmentation assez importante de la moyenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Alors, il ne faut pas parler que des cas les plus dramatiques, suicide et tentative de suicide. Simplement, ça se marque aussi par la montée en puissance des certificats d'incapacité de travail, par exemple, pour les travailleurs, dont les jeunes travailleurs. Et là aussi, clairement, on a vu se profiler tout au long, en fait, au fur et à mesure en fait, de la période Covid. Donc, on commence ici. En bleu, vous avez 2019, en orange, vous avez 2020, et en gris, vous avez 2021. À partir de mars 2020, regardez, premier confinement, paf, incapacité de travail. Et puis, on est à la période octobre, vous vous souvenez, je vous avais dit, les deux grandes périodes, c'est mars-avril, octobre-novembre, c'est chaque fois là qu'on a eu les vagues, et c'est en fait habituel, parce que pour la grippe, c'est un peu la même chose aussi. On a chaque fois en fait des pics qui vont être importants. Et parfois, il y a un décalage du pic, ça a été le cas notamment en 2021. Et donc ça, c'était plutôt en novembre-décembre que le pic d'incapacité de travail a été important. Alors pourquoi je vous montre ces incapacités de travail? Parce qu'être malade, au fond, rentrait un certificat et on pourrait le transposer au certificat de maladie
en cadre scolaire, évidemment, pour les enfants, ça montre en fait que le trauma, il n'est pas juste dans les cas les plus graves, il est dans des cas globaux. Ça s'est manifesté par des absences au travail, des absences à l'école et donc un délitement du lien de manière généralisée et importante. Je vais passer le détail sur les revenus d'intégration sociale, mais qui là aussi ont explosé durant la période. Ça veut dire des gens qui sont en difficulté. Moi, comme doyen de faculté, j'étais un doyen Covid, comme on dit, puisque ça fait 5 ans que je suis doyen maintenant, encore une année, et je pourrais me reposer. Mais on a vu en fait pour la première fois beaucoup d'étudiants qui ont perdu de manière massive leur job étudiant. Résultat, ils se sont trouvés dans la précarité du jour au lendemain. Donc la santé mentale, évidemment, elle est aussi impactée par les conditions socio-économiques. Alors dans Déconfiner l'Europe, qui est un des livres qui est à la sortie, on parle avec une collègue de l'ULB, Muriel Sacco, et une collègue de Louvain, Chloé Allen, du trauma que les jeunes ont subi. On a travaillé en confinement, on a fait des enquêtes dans différents milieux de jeunes. Et dans un article de ce livre, qui s'appelle « Les jeunesses au temps du Covid en Europe, analyse des modes de transgression de l'ordre sanitaire », on a montré en fait comment à la fois les jeunes ont été particulièrement stigmatisés. Ça a été les premiers boucs émissaires de la crise. Après, il y en a eu d'autres. Ça a été les premiers boucs émissaires de la crise. Je prends un exemple type qui est cité dans Le Soir. Sur les 27 000 verbalisations le premier mois du confinement en Belgique, plus de la moitié ont été délivrées aux moins de 30 ans. Aujourd'hui, et Sciences Anno l'a reconnu, on s'est rendu compte que les moins de 30 ans avaient plus respecté les règles sanitaires que les générations qui suivent. Donc c'était des mesures qui ont été basées sur un délit de faciès des jeunes, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on sait en fait que cette catégorie, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, a particulièrement été attentive, notamment à protéger leurs parents et leurs grands-parents. Et donc très attentif aux mesures. Ils ne voulaient pas assumer le décès en fait de ses proches qui comptent pour eux. Et donc évidemment, avec un coronavirus qui tue moins d'1% des moins de 45 ans, la Covid est une affaire de génération. Et donc on a vraiment quelque chose qui s'est passé là qui est important. Dès mai-juin 2020, mes étudiants dans ma faculté ont fait une enquête sur qu'est-ce que tu fais face à l'isolement, et on a toute une série de choses. Et on a vu que le digital a joué un rôle clé. Mais certains, évidemment, vont du coup tomber dans certaines consommations pathologiques du digital, jeux vidéo, réseaux sociaux, streaming en ligne, de manière extrêmement importante. Alors cette enquête, elle est géniale parce que c'est les étudiants qui eux-mêmes l'ont fait, parce qu'ils se sont rendus compte très vite, 2 mois après le premier confinement, qu'il fallait vraiment qu'on mesure ce qui était en train de se passer pour eux. On est une fac de sciences sociales. Ils ont fait leur futur métier eux-mêmes et j'ai été ravi en fait, de pouvoir publier leurs résultats pour montrer la qualité de ce qu'ils ont fait. Alors, les enquêtes, elles vont s'enchaîner durant cette période. Enquête à l'Université de Liège en mai 2020 sur l'impact sur les adolescents de la crise Covid. Et dans cette enquête, en fait, tout ce que j'ai dit se révèle. 80% des 500 adolescents 12-18 ans qui ont répondu à l'enquête présentent une anxiété au-delà de la normale. 80%, on n'est pas dans les pourcentages de tout à l'heure des 18-29. Ici, on est beaucoup plus haut, ce qui confirme bien les intuitions que j'avais. Un jeune sur 2 fait part d'une humeur dépressive. Donc on n'est pas à 40, mais à 50%. Et ça, c'est au début, puisqu'on est en mai 2020. Imaginez que les 40% de la tranche d'âge suivante, elle n'est atteinte qu'un an et demi plus tard. Donc on a probablement fini avec du 60-70% de taux de dépression. 20% disaient souffrir d'une symptomologie dépressive, etc., etc. Et donc ça veut dire toute une série de critères en fait, avérés. Un jeune sur 10 a pensé pendant cette période de confinement et crise que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. 10% de ces jeunes ont eu ce sentiment-là. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes les enquêtes qui suivent, mais je vous les mets dans le PowerPoint pour que vous les ayez à disposition, mais en fait le constat il ne va faire que continuer. Et les alertes d'ailleurs des scientifiques, psychologues, sociologues, anthropologues, psychiatres, pédopsies vont se multiplier aussi, mais comme un train fou en fait, on n'a pas de recul par rapport aux choses, et donc une fois qu'on a appliqué un certain type de mesures, on va continuer à appliquer les mêmes. Résultat, on ne va faire qu'amplifier le phénomène sociologique. Il y a même une enquête qui sera faite par les 3 grandes universités francophones, UCL, ULB, ULiège, qui ont interrogé, accrochez-vous bien, en mars 2021, 25 000 étudiants. Donc c'est vraiment une enquête majeure. Et dans les résultats de cette enquête, plus de la moitié des étudiants ont des symptômes d'anxiété et de dépression.
se sentent isolés, souffrent de troubles du sommeil, de l'appétit, perdent la motivation, le sens de ce qu'ils font et l'espoir en l'avenir. Voilà. Et on retrouve le fameux 1 sur 10 qui éprouve des difficultés à subvenir à ses besoins essentiels, à ses besoins premiers. Ça, c'était les besoins matériels dont j'ai parlé avec la perte des jobs, etc. Les priorités pour l'avenir, retrouver les contacts sociaux, les campus et poursuivre les dynamiques de solidarité. Alors ça va continuer, je ne vais pas vous répéter les mêmes chiffres parce qu'en fait ils s'avèrent tous les mêmes. On est toujours dans des scores qui sont tout à fait hallucinants pour une génération. Ça c'est des données de Sciences Anno qui suivent d'avril 2021, anxiété 50%, dépression 55%. On a une enquête Solidaris, les mutualités socialistes d'août 2021 qui là aussi montre que... on a une situation importante et là aussi les jeunes montrent l'impact des médias. L'impression d'avoir une image négative dans les médias persiste. On se sent avoir été stigmatisé par le premier confinement et la manière dont on nous a montré du doigt, nous les jeunes. Il y a un trauma en fait là qui n'a jamais d'ailleurs été géré, jamais aucune excuse collective, alors qu'on sait aujourd'hui factuellement qu'ils n'étaient pas responsables de ce qu'on leur a fait porter à l'époque. Alors, si on sort de la Belgique, il ne faut pas non plus que stigmatiser notre propre pays. On se rend compte qu'en fait, la situation a été assez fortement la même dans pas mal d'autres régions du monde. L'UNICEF a fait une enquête en septembre 2020 sur 8000 adolescents dans 9 pays qui comparent l'évolution et en fait, on se rend compte que les taux d'anxiété, de dépression sont aussi extrêmement importants par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. 73% des jeunes, donc des 8000 adolescents, ont ressenti le besoin de demander de l'aide concernant leur bien-être physique et mental, quel que soit le pays. Et puis on a même eu une méta-analyse, donc une analyse qui analyse toutes les enquêtes qui ont été faites dans tous les pays du monde disponibles, et 29 études incluant 80 000 jeunes. Et dans cette enquête, en fait, tous les résultats vont dans le même sens. Le troisième point dit bien les choses. La prévalence des symptômes de dépression et d'anxiété pendant la période Covid a doublé par rapport aux estimations pré-pandémiques. Voilà, en 2 ans, on a doublé nos dépressifs chez les jeunes. Et puis ça a continué un peu par la suite puisqu'on a basculé sur une autre crise, qui est la crise ukrainienne, avec la question nucléaire, avec toute une série d'autres choses. Donc il n'y a même pas eu de repos en fait et de capacité de redescendre. Alors, résultat, c'est pas étonnant, j'arrive petit à petit à la fin des choses, si je puis dire. Le bonheur des Belges remonte, mais les jeunes sortent difficilement de la crise Covid. Ça, c'est une enquête bonheur qui date d'il y a moins d'1 an, donc c'est vraiment les toutes dernières données, et qui montre en fait que si les adultes, vous, moi, se sont plus ou moins bien remis de cette situation, même si je vous ai dit qu'il y a des choses qui s'ancrent, troubles de l'attention ou d'autres choses, parfois beaucoup plus fortement, c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes. Et donc les 18-34 ans restent une génération qui a été fortement impactée par cette période. Ça se voit notamment par le décrochage scolaire, qui continue en fait à ne faire qu'augmenter. Vous avez ici des données qui ont été publiées par Le Soir. Évolution du nombre d'élèves signalés pour absentéisme scolaire, regardez. Voilà, on est sur une situation, et donc vous êtes ici entre décembre 2019 et vous avez la situation en décembre 2022. On a vraiment, la période Covid a largué en fait une partie de nos jeunes du cadre scolaire. Le bureau du plan a d'ailleurs chiffré, ça va coûter probablement à terme bien plus cher que ce que nous a coûté la pandémie parce que ça va se marquer sur des décennies probablement. J'en arrive à mes conclusions petit à petit. Voilà, le tableau, je suis désolé, il n'est pas brillant. Troubles mentaux les plus courants, anxiété, dépression. Dégradation suite à la Covid qui est tout à fait claire. La question du suicide, qui est vraiment un problème de santé publique important, qui augmente pendant la crise Covid et qui ne se stabilise pas par la suite. La consommation d'antidépresseurs qui est en augmentation constante. Les inégalités sociales aussi, clairement, ça j'en ai pas parlé beaucoup parce que je devais choisir, et donc on a plus de troubles mentaux chez les personnes moins favorisées, dont chez les jeunes. On a une situation à l'inverse qui est meilleure en Flandre chez les jeunes et les moins jeunes qu'elle ne l'est à Bruxelles et en Wallonie.
Et au niveau des adolescents, 16,3% des jeunes de 10 à 19 ans souffrent aujourd'hui d'un trouble mental. C'est tout à fait impressionnant. L'impact Covid est tout à fait majeur en fait, sur le bien-être des jeunes aujourd'hui. Donc ce n'est pas du passé, même si pour nous ça peut l'être, pour eux, ça continue à les poursuivre en grande partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes post-Covid, en février 2023, de nouveau, il faut chaque fois du temps pour bien analyser les choses. Près d'un jeune sur 6 a déclaré avoir sérieusement envisagé le suicide au cours des 12 derniers mois. Le suicide est la première cause de décès chez les jeunes. Ça, c'est aussi intéressant quand même à soulever. Dans la tranche d'âge des 15-24 ans, plus d'un décès sur 4 est dû à un suicide. Ça, c'est les données contemporaines d'aujourd'hui. Alors, je ne dis pas d'aujourd'hui, d'il y a un an, parce que moi, je suis toujours prudent avec les chiffres. Il faut attendre une année pour bien voir qu'elles passent toutes les consolidations de la qualité de ces données, ce qu'à l'époque, on n'a pas toujours fait avec les baromètres de l'époque. Voilà. Et je termine par les conséquences de tout ça. Quand on regarde d'autres types d'enquêtes, on se rend compte que 3 jeunes sur 10 seulement croient dans le politique en 2023. 4,3 sur 10 croient dans les médias. Un leader seul gérerait mieux notre société. 40% des Belges en 2022 pensaient cela et 47,8% chez les jeunes. Donc les jeunes croient plus qu'un leader autoritaire, et ça se voit notamment au nord du pays, puisque le Belang est plébiscité par les jeunes garçons. Aujourd'hui, ce qui montre bien qu'il y a paradoxalement, l'un et l'autre vont de pair. Insécurisation et recherche d'une autorité forte vont manifestement de pair. Et aujourd'hui, l'insécurisation, elle est structurelle dans cette génération. Je termine par 2 chiffres. Pour 19%, la situation politique actuelle en Belgique est une dictature ou tend vers ce régime. Ça, c'était en 2022. Et puis le monde politique, les marchés, les riches sont dans le top 3 des éléments qui influencent le quotidien des sondés. Donc ils ont le sentiment, au fond, que le monde leur échappe aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, évidemment, parce qu'on m'a demandé de poser l'état des choses. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui dit les choses telles que les données. Et vous avez vu, j'ai multiplié de multiples enquêtes nous le disent. Je dis que le plus dur, il est hélas à venir. Ça n'a pas été cette période de 2 ans, ni celle de 2 ans après. Et je pense que notre devoir comme génération qui avons mieux passé en fait cette période, parce que les chiffres le montrent aussi, c'est de redonner de l'optimisme et du rêve en fait à nos jeunes et de la perspective. Et je pense que ça, c'est un de mes combats. Moi, je travaille beaucoup à ça comme doyen d'une faculté de 6000 étudiants. Et je pense que c'est essentiel en fait, qu'on ait cette responsabilité-là. Je dis souvent, les jeunes, je vous l'ai montré, ont été attentifs à la santé des plus âgés. Soyons maintenant, nous, responsables et attentifs de la santé de ceux qui ont été attentifs à nous. Je vous remercie.